Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Et si nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, dans ce moment que nous partageons ensemble. Nous sommes actuellement en automne et l'automne, c'est la saison où la nature se dépouille, où tout ce qui est tout superflu tombe, pour laisser l'essentiel respirer. C'est une saison qui invite naturellement à l'introspection, à la remise au calme, à la lenteur. Et dans cette ambiance-là, quelque chose est venu frapper à ma porte. Un mot, une notion, un ressenti que j'ai vu revenir à travers plusieurs situations, plusieurs lectures et plusieurs réflexions personnelles. Ce sont plus exactement les mots brutalité et violence. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on chemine ensemble autour de ce thème. Et pour cela, j'aimerais commencer par quelques questions, celles qui peut-être vous traversent déjà. Mais qu'est-ce que la brutalité ? Et qu'est-ce qui la distingue de la violence ? Peut-on être violent sans être brutal ou brutal sans être violent ? Et surtout, pourquoi vivons-nous les mêmes scènes de manière si différente ? Avec notre propre sensibilité, notre propre vision et ressenti vis-à-vis de la violence. Je vous invite à prendre une respiration et à simplement écouter ce qui se dépose. Pour moi, cela commence souvent par la colère. Une émotion qui surgit lorsque nous ne nous sentons pas compris, reconnus, aimés. La colère en elle-même n'est pas un problème. C'est une émotion comme une autre. Mais si nous ne la reconnaissons pas, si nous ne lui offrons pas un espace, si nous ne prenons pas le temps de la ressentir pleinement, alors elle peut se transformer. Elle peut devenir violence et parfois même brutalité. La violence, c'est l'expression de cette colère sans prendre soin de ce que l'autre ressent. C'est l'abus d'intensité, de force, émotionnelle ou physique. Et cet abus d'intensité, de force, est motivé par un débordement intérieur ou même par nos valeurs, nos principes et nos apprentissages. La brutalité, elle, a une autre particularité, c'est l'effet de surprise, le choc, l'inattendu. C'est ce moment où la violence surgit sans prévenir, comme un coup de vent qui claque la porte alors que tout semblait calme. Et là, une autre dimension apparaît. La violence et la brutalité ne sont pas des absolus. Elles passent par le filtre extrêmement subjectif de notre histoire, de notre sensibilité, de nos apprentissages. Ce qui est violent pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, et inversement. Par exemple, dans certaines familles, on parle fort, on se coupe la parole, on débat avec passion, et personne n'y voit une agression. Dans d'autres familles, un ton légèrement élevé peut suffire à déclencher de l'angoisse. Ce même comportement peut avoir une signification différente pour ces deux familles. Les mots eux-mêmes ne portent pas la même charge pour chacun, pas la même charge émotionnelle.
Certains termes peuvent être utilisés pendant l'enfance comme une moquerie ou une blessure, et leur simple réapparition peut réveiller quelque chose de douloureux. Et puis il y a tout ce qu'on ne dit pas, ce qui se montre, ce qui se dégage. Le langage non verbal, les expressions du visage, la posture, l'espace que l'on prend et l'énergie qui accompagne les mots ont une grande importance. Parfois, on perçoit quelque chose de violent parce qu'on ressent une dissonance entre ce qui est dit et ce que le corps murmure en parallèle. Par exemple, si je dis à quelqu'un « Je te trouve très beau ou très belle », mais que mes yeux disent autre chose, que mon sourire est en coin, que je cherche la complicité d'un collègue en même temps, la phrase en elle-même n'est pas un problème, mais le sous-texte, ce que l'on perçoit derrière est terriblement violent. La personne en face a raison de le ressentir ainsi. C'est de l'ironie, de la moquerie, de la dévalorisation. Il est également important de noter que nos familles nous transmettent un cadre relationnel, culturel, des codes qui peuvent être différents d'un milieu à un autre. Certaines familles, par exemple, sont très tactiles. On s'embrasse, on se prend dans les bras, on se touche en parlant. D'autres, au contraire, sont plus pudiques. Les gestes d'affection sont rares et discrets. Et cela ne dit rien de l'intensité de l'amour dispensé. Mais c'est précisément dans cet espace que les malentendus naissent. Un enfant tactile, habitué au câlin, peut se sentir rejeté dans une famille où l'on exprime l'amour avec pudeur. Et un adulte élevé dans la retenue peut se sentir envahi dans une famille très démonstrative. La même scène, le même geste peut donc être perçu comme chaleureux pour l'un et comme intrusif ou violent pour l'autre. J'aimerais ici vous parler d'un autre type de violence, une violence involontaire. Oui, nous pouvons être parfois violents sans le vouloir, sans en avoir eu l'intention. Et l'absence d'intention ne supprime pas du tout l'impact que cela peut avoir sur d'autres personnes. Par exemple, un parent qui ne regarde même pas son enfant venu lui montrer son dessin ou venu jouer un petit spectacle. Pour l'adulte, c'est de l'inattention, mais pour l'enfant, ça peut être une violence silencieuse, peut-être plus douloureuse que des mots. Et pourtant, nous pouvons observer, noter ici qu'il y a des subtilités. Attraper son enfant brusquement par le manteau pour lui éviter un accident. Le geste est brutal, certes, mais pas violent, car ici la brutalité protège, elle sauve. Cela montre combien le contexte change tout, mais également l'intention que l'on a en agissant. Et bien sûr, la bienveillance montrée, éprouvée, exprimée lors de l'acte posé. Certains pourraient dire que cela ne suffit pas pour dire qu'il n'y a pas d'acte violent. C'est vrai, certaines fois, des actes sont posés avec brutalité et des explications sont données, mais ces explications ne sont pas incarnées. Je veux dire par là que l'explication donnée est juste un alibi pour un comportement violent, agressif, sans raison apparente. Mais là, on parle d'un mode relationnel pathologique. Et c'est une autre histoire. Un autre exemple de violence peut être nommé ici, c'est la violence qui est déguisée derrière l'humour. Depuis une vingtaine, une trentaine d'années, nous avons vu se normaliser une forme d'humour basée sur le clash, la moquerie. Un humour qui peut être perçu comme émanant d'un esprit subtil et brillant, ou bien comme celui d'un leader, dont les traits d'esprit ne sont pas à remettre en question, mais qui peut aussi être destructeur. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents et beaucoup d'adultes même ont appris à dire des choses extrêmement violentes avec le sourire, comme si le rire annulait la brutalité
comprise dans les mots, comme si l'ironie devenait une excuse. Si un jeune dit à son ami « T'as vu ta tête aujourd'hui ? On dirait que t'as dormi dans le fossé ». Il rit en le disant, les autres rient aussi, mais le visage du jeune en face se ferme et tout le monde l'ignore. Eh bien, on peut dire ici que, dans ce genre de situation, la vraie question est comment l'autre reçoit-il ce qui est dit ? Parce que la violence se mesure aussi dans la peau de celui qui écoute. Si ce jeune qui a fait cette blague avait mis en avant son empathie, peut-être aurait-il pu percevoir qu'il blessait l'autre. La difficulté lorsque l'on ressent une situation comme violente, c'est que nous sommes dans un état émotionnel qui ne facilite pas notre capacité à communiquer sainement ce que nous sommes en train de vivre. Et, dans le même temps, la personne qui est l'auteur des actes ou des paroles violentes n'est elle-même pas forcément en capacité d'entendre ce qu'on a à lui dire, dans la mesure où ce comportement inadapté est potentiellement le résultat d'un entrelacement d'émotions et de pensées issues de ses expériences personnelles passées. Il est alors indispensable que chacun d'entre nous puisse s'observer et prendre conscience de nos comportements, et notamment de nos comportements violents ou brutaux. J'aimerais maintenant ouvrir une parenthèse sur notre rapport aux animaux. Si nous parlons beaucoup de violence et de brutalité en observant les prédateurs vis-à-vis d'autres animaux, il y a une différence majeure chez l'animal. La violence n'est pas motivée par le ressentiment, l'intention de blesser. Elle est motivée par un besoin primaire, un besoin essentiel de se nourrir, de survivre ou de protéger son territoire. Chez l'être humain, la violence peut être gratuite, symbolique ou psychologique. Depuis la nuit des temps, l'homme domestique certains animaux pour son usage personnel. Et il justifie souvent les violences faites envers ces animaux par le fait que ceux-ci doivent être utiles à l'activité humaine. Comme si ce pourquoi il était utilisé justifiait la violence. En réalité, beaucoup de violences faites aux animaux sont donc octroyées en raison de la méconnaissance du comportement animal et le désir de pouvoir de l'humain sur l'animal. L'être humain a tendance à penser que les animaux ont parfois des comportements malveillants lorsqu'ils n'obéissent pas à la demande faite. Mais que pouvons-nous dire d'un chien qui est battu lors du dressage pour obtenir un comportement attendu ? N'est-il pas possible d'utiliser autre chose que la violence pour dresser un animal ? Et pour les chevaux de labour ? Cette activité agricole longtemps présente dans l'histoire humaine et qui revient de plus en plus à l'heure actuelle. Peut-on dire qu'un cheval de labour mal mené travaille mieux qu'un cheval qui a été respecté ? Il en va d'ailleurs de même pour les chevaux de loisir. Est-ce que les apprentissages ne se font que dans la violence ? À ce propos, il y a un très joli film, je crois qu'il est de Steven Spielberg, Cheval de guerre, qui montre la vie d'un cheval traversant la vie auprès des humains et de toutes les violences qu'il a pu subir malgré ses bons services. Le changement de point de vue, au travers de l'œil de l'animal, pose ici de nombreuses questions. Des questions qui peuvent s'appliquer également aux relations entre humains. On peut se poser la question de savoir si la violence est utile. Est-elle nécessaire ? Comment est-ce que je réagirais si j'étais l'objet de cette violence dans les mêmes circonstances que l'être qui l'a subie ? Est-ce simplement un héritage que nous reproduisons sans jamais le remettre en question ? Et puis-je faire autrement ? Alors en conclusion, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que la brutalité ? Qu'est-ce que la violence ? Et si je devais résumer ce long cheminement, je dirais ceci.
La violence et la brutalité naissent souvent de notre incapacité temporaire à avoir de l'empathie pour l'autre. L'expression de la violence et de la brutalité change suivant les époques, les générations, les cultures, mais aussi les histoires de vie. Elles se transforment avec les siècles, s'apprennent, elles se transmettent, et heureusement aussi elles se désapprennent. Et la vraie question est-elle, suis-je violent? Ou bien, est-ce que ce que je fais ou ce que je dis est juste, utile et respectueux? Et lorsque nous blessons quelqu'un sans le vouloir, quand la brutalité nous échappe malgré tout, peut-être que la chose la plus humaine à faire est simplement de le reconnaître, de dire que l'on est désolé et d'ouvrir un chemin de réparation. Alors nous voici à la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si ce podcast résonne en vous, je vous invite à laisser un commentaire et à le partager, ou simplement en parler autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Voyage en Terres Essentielles pour des espaces d'accompagnement et des séjours dédiés à la conscience, à la guérison et au retour à soi. Je vous souhaite de prendre soin de vous, prenez soin de ce qui vit en vous et de ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Échos de l'existence.